Voilà, j'allais le dire. Donc voilà, ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, et c'est Laurent qui me coupera ou pas en fonction de la question, sinon on y répondra à la fin de la présentation. Donc c'est parti pour environ 45 minutes de présentation sur le thème de comment le secteur sanitaire et médico-social s'engage dans la transition énergétique et climatique en région Pays de Loire. Donc rapidement, le sommaire, donc le monde de la santé, la MAP et la mission EDD, le dispositif CEP, indicateurs et retours d'expérience, les limites du dispositif et les perspectives à venir. Et enfin, les questions-réponses. Donc rapidement, le monde de la santé, donc beaucoup d'acteurs, hein, on a travaillé avec beaucoup d'acteurs, donc il y a les ministères, hein, donc de la santé, de l'écologie, ARS, FNCCR, ADEME, ANAP, etc. On a aussi été en collaboration avec tous les conseils départementaux et le conseil régional, les différentes fédérations hospitalières, et enfin tous les syndicats des énergies départementaux de chaque territoire. Voilà en gros les acteurs qui nous ont entourés et qui vont continuer à nous entourer sur l'énergie en santé en Pays de Loire. Rapidement, donc le monde de la santé, vous le connaissez aussi bien que moi, voire mieux que moi. Hein, donc deux types de structures, hein, les ES, les établissements sanitaires, et les ESMS, les établissements et services médico-sociaux. Dans les ESMS, deux sous-parties, les personnes âgées, PA, et les personnes handicapées, PH. Trois types de statuts, donc le public, l'associatif, PNL, privé non lucratif, et le privé lucratif. Voilà, donc je vous ai mis à droite, hein, dans le carré, quelques types d'établissements en fonction de leur catégorie. Rapidement, dans l'énergie et la santé en général, hein, donc ce sont des bâtiments opérationnels tout le temps, H24, 7 jours sur 7, avec des besoins importants en eau chaude, en chauffage, en eau, en climatisation, etc. etc. Dans les deux catégories, donc le médico-social est plus assimilé, on va dire, à du logement collectif. Il n'y a pas vraiment de process industriel. Voilà, ça peut être considéré comme de l'hébergement. Contrairement au sanitaire, qui lui est plus assimilé à de l'industrie, avec des blocs opératoires, de l'air comprimé, de l'oxygène, des blanchisseries et restauration de type industriel. Donc voilà, quand même deux mondes différents. Et on retrouve aussi cette différence au sein des services énergie. Dans l'établissement sanitaire, on a vraiment une équipe énergétique, hein, avec des agents spécialisés sur la maîtrise de l'énergie, l'achat, la maintenance, etc. Alors que dans le médico-social, on est un petit peu plus peut-être isolé avec des agents souvent seuls et ayant plus ou moins de compétences et de connaissances dans l'énergie. Donc voilà, c'est surtout ça le creux que j'ai pu voir en tout cas sur 3 ans de terrain dans le thème de l'énergie et la santé. En Pays de Loire, rapidement, hein, donc 1633 structures, entités juridiques, géographiques, dans les Pays de Loire. Vous avez la répartition ici entre le bleu, le sanitaire, le vert, le médico-social et les différenciations PA et PH. Au niveau des statuts, on est sur 30% de public, 64% d'associatifs et 6% de privés. Si on met tout ça un peu sur des surfaces, on a essayé d'estimer un petit peu à quoi peut correspondre en mètre carré ce nombre d'établissements, et on tombe à environ 11,4 km². Donc ici, on a fait 2 ronds bleus de cette surface équivalente à Nantes et à Paris pour essayer de voir, voilà, d'essayer d'imaginer un peu plus ce que pourrait représenter cette surface. Si on ne connaît pas Nantes et qu'on ne connaît pas Paris, on peut parler en terrain de foot. Ça fait environ 1550 terrains de football dédiés aux bâtiments de santé. Rapidement, pour finir sur l'introduction au monde de la santé, quelques indicateurs de consommation. Donc en général, on peut voir en bas à gauche là qu'un établissement, donc là c'est plutôt de type EHPAD, EHPAD ou MAS, foyer de vie, consomme en moyenne 173 kWh par mètre carré par an de thermique et d'électricité. Donc là, la question c'est, et vous, est-ce que vous le saviez, où vous vous situez? Point d'interrogation. En tout cas, la moyenne en Pays de Loire se situe au niveau de cette valeur. Concernant l'eau, on est sur environ 126 litres d'eau par jour par lit en EHPAD. Et enfin, ça fera un coût, on va dire, journalier par personne, énergie plus eau, autour de 2,77 € en fonction du prix de l'énergie, etc. Donc on peut dire un EHPAD de 80 lits à 126 litres d'eau par jour par lit, c'est environ une piscine olympique par an. Voilà un petit peu le topo sur les premiers indicateurs qu'on a pu remonter suite au dispositif.
La MAP et la mission EDD. Donc là, je vais passer certaines slides un petit peu plus rapidement parce que M. Prudhomme en a parlé en introduction. Donc voilà, là, vous les aurez sur le support, mais ça a déjà été dit. Donc la MAP, mission d'appui pour la performance des établissements et services en région Pays de Loire. On a une gouvernance qui sont les fédérations hospitalières, un financement issu de l'ARS, sauf sur mon poste où c'est un 50-50 entre l'ARS et l'ADEME durant le dispositif CEP. Les objectifs de la MAP, c'est d'informer, former, partager, accompagner, outiller et aider à financer le monde de la santé. Divers moyens d'action, production d'outils, de guides, de newsletters, etc. Et il y a de l'accompagnement collectif et de l'accompagnement individuel. 9 domaines d'intervention, l'immobilier, développement durable, achat, gestion sociale, efficacité énergétique, et j'en passe. Vous aurez toutes les autres informations plus précises sur le site de la MAP. Donc voilà, mon poste, comme disait M. Prudhomme tout à l'heure, est issu d'une déclinaison de l'accord cadre, entre l'ARS et l'ADEME des Pays de Loire en 2018. Donc, 3 axes prioritaires, dont la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, avec du coup la création de mon poste de conseiller en énergie partagée. Voilà un peu pour le topo MAP et mission EDD. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, donc le dispositif CEP. En 4 questions, donc, comme je l'ai dit, c'est un dispositif cofinancé par l'ARS et l'ADEME pendant 3 ans, donc il s'est terminé à la fin du mois de mai dernier, effectif pendant 3 ans, comme je le disais. Et donc le but, c'est vraiment de donner un premier niveau de conseil et d'accompagnement dans le secteur de la performance énergétique sans engagement financier de la part des établissements. Donc mon poste était dédié aux ES et ESMS de la région Pays de Loire uniquement, de moyenne et petite taille, avec une priorité sur les établissements ne disposant pas d'une compétence interne en énergie. Donc j'étais plus orienté entre guillemets ESMS que ES, même si j'ai travaillé avec des établissements sanitaires. Mais voilà. Pour quelles raisons? Les établissements sont peu engagés dans les démarches liées à l'efficacité énergétique, car elles n'ont pas forcément la taille et les ressources pour se doter d'une compétence interne en énergie. Donc, le but d'un CEP, c'est d'être positionné au sein d'un territoire pour mener une politique d'efficacité énergétique commune. En France, il y a environ 300 CEP rattachés aux collectivités, gérés par l'ADEME, depuis une dizaine d'années, 300 CEP. Au niveau de la santé, on n'est que 6 sur le territoire, donc 6 ce serait déjà même pas assez pour les 11,4 km² des Pays de Loire. Donc voilà, ça fait on est un petit peu en sous-effectif par rapport aux surfaces représentant liées au secteur de la santé. Un CEP pour intervenir sur quelle mission? 3 missions principales et 2 un petit peu annexes, donc du conseiller de l'accompagnement, de la formation et de l'animation, sensibilisation et réseau, aussi bien sur l'efficacité énergétique que sur les énergies renouvelables, et aussi bien sur les bâtiments existants que sur les bâtiments neufs, que sur les projets d'investissement. Les 2 missions annexes, c'était, on fait aussi partie d'un groupe de travail avec l'ANAP sur le décret tertiaire. On fait partie de réseaux de l'ADEME, de l'ARS, des syndicats des énergies, et on fait des interventions régulièrement au niveau national, les assises de l'énergie, Santexpo, les cercles de l'ANAP, etc., pour parler un petit peu justement de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le montage financier, juridique qui a été fait pour mettre en place un poste de conseiller en énergie partagée sur un territoire. Et j'ai aussi fait des formations via l'ADEME. Et depuis cette année, le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, je pense que ça parle à tout le monde. Donc, le secteur de la santé, tout bâtiment de plus de 1000 m² devra faire des réductions de consommation énergétique à horizon 2030, 2040 et 2050, avec des obligations d'affichage, de remontée annuelle des consommations sur la plateforme Opéra de l'ADEME. Il y aura des modulations, mais voilà, il y a quand même, on doit quand même se mettre en ordre de marche, la santé doit se mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs fixés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Pour cela, on va atteindre les objectifs, il y a la MAP, effectivement, mais il y a aussi d'autres personnes et plein de moyens d'action, aussi bien sur l'efficacité énergétique que sur l'énergie renouvelable. Il y a de l'accompagnement, de la formation, de l'animation, des aides financières sur l'efficacité énergétique. Et on retrouve à peu près un effet miroir sur les énergies renouvelables avec un accompagnement par les relais ENR des Pays de Loire, des informations via des webinaires ENR, de l'animation et des aides financières comme le Fonds Chaleur. Donc voilà, il y a environ 8 axes de travail pour atteindre les objectifs du décret tertiaire.
Pas de questions, Laurent, je continue. Ça me permet aussi de reprendre un petit peu mon souffle. J'espère que je ne vais pas trop vite, hein, et que vous comprenez tout ce que je dis. N'hésitez pas à m'arrêter ou à questionner s'il y a besoin. Pas de questions. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce que ça a donné en chiffres, tout ça, depuis 3 ans? Donc, il y a 222 établissements qui m'ont contacté, donc entités juridiques, pour 341 sites, entités géographiques. Ça correspond à 21% des 1633 établissements géographiques, décidément, de la région Pays de Loire. Voilà, les sites peuvent faire plusieurs demandes, hein, aussi bien sur du projet d'investissement que sur de l'existant. C'est pour ça qu'il y a une petite différence entre 341 et 356. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout, il y a eu 543 actions d'efficacité énergétique réalisées. Donc 23 liées à de l'animation, 34 à de l'accompagnement et 43 à de la formation. Voilà un petit peu comment il faut voir la chose. Donc l'accompagnement, c'était soit des visites sur site, soit à distance, soit de la mise en contact, soit des liens, de la documentation, etc. Voilà. Au niveau des répartitions, donc des répartitions au niveau des départements, au niveau des catégories et au niveau du statut juridique. Donc en gros, voilà, c'est avec 356 demandes, 77% de SMS, donc 44% d'EHPAD. Et au niveau statut juridique, on est sur 55% d'associatifs, 38% de public et 7% de privé. Voilà, pour ça. Au niveau des départements, on est sur une répartition à peu près au prorata du nombre d'établissements par département. À peu près. Donc si on rentre un peu dans le détail des 3 axes, accompagnement, formation et animation, donc là l'accompagnement, qu'est-ce que j'ai pu tirer sur le terrain? Donc là j'essaie un peu de faire une synthèse de tout ce que j'ai pu voir, mais je ne peux pas forcément, je ne peux pas vous dire ça en 45 minutes. En gros, il faut voir que qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien, les actions d'efficacité énergétique peuvent se diviser en 3 parties, qui sont à la fois distinctes et à la fois liées. À gauche, un bâtiment, on va dire 0% efficient, et à droite, un bâtiment qui tend vers le 100% efficient. 3 parties, tout ce qui est gros travaux, ou lié à des audits énergétiques, tout ce qui est le réglage des équipements, le besoin et l'usage, et tout ce qui est lié à la sensibilisation, le personnel, etc. Ce que je peux voir, c'est qu'on soit dans le neuf ou dans l'ancien, on peut consommer la même chose. On a beau avoir un bâtiment de 2018 hyper bien isolé, etc. Si on sensibilise mal et que les fenêtres sont ouvertes 1 heure par jour pendant le ménage alors qu'une demi-heure suffit, la chaleur elle va quand même partir par vos fenêtres. Donc voilà, c'est lié. Sur le réglage des équipements, on a beau avoir la Rolls-Royce de la chaudière, etc., qui a un super rendement et très bien, sauf que si on n'optimise pas les températures de confort, de réduit, les programmations horaires, etc., qu'on n'adapte pas le besoin à l'usage, et ben on aura acheté une très belle machine, mais qui ne fonctionne pas forcément bien. Donc voilà, il faut vraiment voir ces 3 axes d'études. Autre chose à voir, hein, la théorie est une chose, la réalité en est une autre. En haut à gauche, audit énergétique. En général, on fait un audit, on rend un rapport avec des actions qui coûtent un petit peu cher et qui ont des temps de retour de 10 à 25 ans. Pourquoi pas? Ça, c'est ce qu'on appelle les gros travaux. À côté de ça, en haut à droite, la map se penche, elle, sur toutes les actions de réglage, la partie 2 qu'on a vue juste avant. Et celle-là, on sait qu'on peut faire facilement entre 7 et 15% d'économie d'énergie à très faible investissement. TRI, temps de retour sur investissement. Donc là, déjà, on sait qu'on peut déjà faire 15% en mettant quasiment 0 € en optimisant les réglages et les températures. Sur les projets d'investissement, c'est pas parce qu'on se fait accompagner par un bureau d'études, un AMO, etc., qu'on a un CCTP, un cahier des charges très bien rédigé avec des belles phrases, tous les équipements seront réglés, optimisés en fonction des différents usages. Ok, sauf qu'on ne paye pas le papier et l'encre noire dessus, on paye bien l'énergie qui arrive dans la chaudière. Et c'est là qu'on voit une différence, et c'est souvent là qu'on m'appelle « Monsieur Lelouch, j'ai un nouveau bâtiment, je consomme limite plus qu'avant ». Et oui, c'est qu'on améliore le confort, certes, mais on met des équipements plus énergivores, enfin, qui amènent plus de confort, mais qui ne sont pas régulés. Donc on peut des fois plus consommer. Donc il y a vraiment des points de vigilance à avoir là-dessus. Voilà un peu pour la partie accompagnement. Sur la partie formation, j'ai réalisé à peu près 2 types de formations. Des formats ludiques pour faire monter les agents de maintenance en compétences, dépendre un petit peu moins des prestataires extérieurs et avoir un peu plus de répondants pour vraiment faire les économies, comme on disait, à 0 investissement, entre 0 et 15%. Et des formations qu'on appelle les formadem, que j'ai appelé les formadem, là un peu plus spécifiques sur des thèmes un petit peu plus précis. Voilà. Donc il y a environ eu 220 personnes qui ont suivi les formats ludiques, aussi bien des directeurs et directrices que des agents de maintenance.
et environ 50 personnes sur les formats DEM. Les formats DEM, il y a eu beaucoup qui ont été annulés du fait du contexte sanitaire. Et enfin, l'offre de service globale de la MAP, donc qu'est-ce qu'on retrouve? Les formations, comme je l'ai dit, des newsletters trimestriels qu'on envoyait à tous les établissements, des webinaires, donc des webinaires informatifs ou explicatifs, et la base documentaire. La base documentaire, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai le temps, mais en gros, c'est une base documentaire ouverte à tous et gratuite, qui recense 36 onglets liés à l'efficacité énergétique et énergie renouvelable. Aide, contact, réglementation, top 10 des fréquos par poste énergétique. Voilà, tout ça, des documents assez synthétiques qui permettent de dégrossir certains sujets et pouvoir avoir certains points de vigilance également. Actuellement, les liens ne sont pas actifs parce que je partage le PDF. Quand vous l'aurez, effectivement, vous pourrez directement cliquer sur en savoir plus et vous tomberez sur les liens considérés. Voilà pour la partie 3, j'espère que c'était clair. Laurent, toujours pas de questions? Non, peut-être juste sur la slide avant, l'appel à projet ENR qui Ah est oui, cité pardon, en j'ai bas. oublié. On a aussi mis en place un appel à projet énergie renouvelable avec le SIDELA, donc le syndicat des énergies de Loire-Atlantique, donc seulement sur le département 44. Le but ici, c'était en plus du fonds chaleur, qui sont des aides de l'ADEME pour tout ce qui est ENR, on a rajouté un petit plus d'aide pour tout ce qui est études de faisabilité liées à des projets d'énergie renouvelable, géothermie, solaire thermique, biomasse et réseau de chaleur. Et on a eu 12 candidatures et voilà, c'est actuellement en cours, donc les visites de sites sont en train d'être réalisées pour pouvoir tendre vers l'installation d'énergie renouvelable sur les bâtiments de santé. Voilà pour ça. Donc là, on va rentrer un petit peu dans la technique. Je vais passer les slides plus ou moins rapidement en fonction des thèmes, mais c'est bien de voir que tout ce que je vous dis depuis le début est vrai et qu'on peut faire déjà facilement des gains sur quelques thèmes. C'est parti. Rapidement, donc les dépenses énergie versus les dépenses globales d'un site évoluent, varient, fluctuent entre 1,5 et 5% des dépenses globales d'un établissement. Voilà. En gros. Ensuite, il y a tout ce qui est coût global. On pense souvent, j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup d'argent, investissement, je prends ce qui est le moins cher. Pourquoi pas. Sauf qu'il c'est bien aussi de penser en coût global, sur la durée de vie totale du bâtiment, sur 50 ans. Un bâtiment, c'est quoi? C'est de la conception, une construction, de l'exploitation, de la maintenance et du fluide, le remplacement des équipements et la destruction. Et quand on met tout ça à bout, on voit que l'investissement ne représente que 35 à 40% du coût global d'un bâtiment. Donc voilà, c'est toujours bien de penser en coût global. Les établissements partis avec des convecteurs électriques, aujourd'hui, se mordent un petit peu les doigts, au vu de l'augmentation du prix de l'énergie électrique. Donc voilà, il faut bien vraiment avoir cette notion de coût global. Rapidement, j'ai remis les indicateurs avec en plus la petite phrase ici. Et vous, où vous vous situez? Où est-ce que je suis moins bon ou meilleur en thermique, en électrique? Comment je me situe au total? Ici, c'est un petit graphique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on voit les barres rouges représentent la consommation en kilowattheure par mètre carré d'établissement. Les petits points bleus correspondent à la date de construction et ou de rénovation d'un établissement. Et du coup, voilà. Le vert foncé, j'ai dit 150 kWh par mètre carré. D'accord? Donc, on voit que l'EHPAD 4, l'EHPAD 10, l'EHPAD 11 et la masse 1 sont tous à 150 kWh par mètre carré. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes années de construction ou de rénovation. Et on voit que pourtant, ils consomment tous 150 kWh par mètre carré par an. Donc, ce n'est pas forcément un bâtiment neuf qui va moins consommer. Comme on disait, plus de confort. Mais si on ne sensibilise pas, etc., ce n'est pas forcément flagrant. D'accord? Je passe rapidement sur la facturation, mais il y a de plus en plus d'erreurs de facturation et de surfacturation, donc c'est toujours bien de pouvoir comparer ces index sur site aux factures vraiment envoyées par les fournisseurs. Voilà, il y a de plus en plus de surfacturation, donc l'énergie coûte déjà cher. Si on peut éviter de la payer alors qu'on ne la consomme pas, ça peut être intéressant. La fameuse phrase que j'évoquais tout à l'heure, dans 70 à 80% des bâtiments, en France, on peut faire facilement 7 à 13% d'économie d'énergie sans ou très faible investissement. Voilà un peu pour les indicateurs. Maintenant, les retours terrain. Donc là, c'est un bâtiment de l'APF, en bâtiment ancien. Je regarde un petit peu le temps. Ouais, je suis bon.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, sur les consommations électriques. Donc, ce bâtiment, ça fait depuis 2013 la barre bleue foncée qui passe avec de l'éclairage LED. Donc entre 2013 et 2019, il a fait 21% de gain de consommation en kilowattheure sur l'éclairage, sur l'électricité. Très bien. En parallèle, l'énergie électrique, le prix de la molécule, elle a augmenté de 20% sur la même période. Donc si on fait un total de coût annuel d'électricité en euros sur cette même période toujours, et ben en fait on marque qu'on est constant. Donc j'ai mis un gain de 1300 euros, c'est plutôt cet établissement a évité un surcoût de 1300 euros dû à l'augmentation du prix de l'électricité. D'accord? Donc là, c'est un, voilà. Là, il y a eu l'investissement, effectivement, mais au fur et à mesure, on remplace les néons fluo par des néons LED. Donc, ce n'est pas un investissement important et d'un coup. Le même établissement, qu'est-ce qu'il a fait sur le gaz? Cet établissement, il a isolé son vide sanitaire, le sous-sol. Donc, il a fait 4 à 5% d'économie d'énergie. Beaucoup d'établissements se seraient arrêtés là. Oh, super, j'ai isolé mes combles, j'ai isolé mon bâtiment, super, j'ai plus rien à faire, c'est bon, j'ai isolé. Non, non, il faut toujours aller plus loin. Et c'est là qu'on va regarder les courbes. Et cet établissement, il est allé plus loin. Il a dit, OK, je vais ajuster mon besoin à l'usage, j'ai augmenté ma performance technique thermique des parois, donc je peux envoyer de l'eau moins chaude dans mes radiateurs pour avoir un confort identique. Donc là, il est venu, comme je disais tout à l'heure, optimiser les réglages, et c'est là qu'il a fait ces 8 à 9% en plus d'économie d'énergie. Donc son vide sanitaire, il l'a eu à 0 € avec les C2E. Les réglages, c'est du 0 € parce que vous avez tous dans votre site déjà les régulateurs, c'est juste qu'ils ne sont pas programmés. Et donc cet établissement a fait 13% de gain à 0 €. À savoir que pendant ce temps-là, le prix de la molécule a augmenté de 18%. Rapidement sur les graphiques, hein, en haut à gauche, rigueur climatique DJU. En gros, ça, c'est des courbes qui illustrent la rigueur climatique. Des fois, on me dit, oh, monsieur Loutre, j'ai moins consommé cette année que l'année dernière. Oui, même s'il a fait moins froid, c'est normal en fait. Ça ne veut pas dire qu'on a mieux consommé. C'est ces graphes-là qui l'illustrent. En haut à gauche, la rigueur climatique, plus la barre est haute, plus il a fait froid. En bas à gauche, les consommations de chauffage. On voit bien qu'il y a un peu une corrélation entre le chauffage et la rigueur climatique. Sur la courbe de droite, je prends le ratio kilowattheure chauffage par rapport à la rigueur climatique. Sur cette courbe, on voit bien qu'entre 2013, la courbe bleu foncé, la barre bleu foncé, et 2018, la barre orange, ça stagne. Ça ne descend pas, ça n'augmente pas. Normal, pendant cette période, l'établissement n'a fait aucun travaux d'efficacité énergétique liés au chauffage. Donc on est constant. En fonction constant sur chauffage, rigueur climatique. Et par contre, c'est là qu'on voit que sur la dernière année, il y a vraiment un décrochage avec moins 13%. Si on retourne sur les graphes de gauche, on voit bien que sur les 2 dernières années, le bleu turquoise est plus haut que le orange. Donc il a fait plus froid en 2019 qu'en 2018. Pourtant, la consommation de chauffage est moindre. Et c'est là qu'on voit les 13% d'économie d'énergie à zéro investissement. Ça, c'est un établissement qui a été suivi par la MAP, qui a rempli son Excel, son suivi énergétique. Et voilà ce qu'on peut trouver comme retour d'expérience. Donc c'est possible. Donc cet établissement, 21% sur l'électricité, 13% sur le chauffage, donc 21 plus 13, 34. Il est quasiment déjà à la première étape du dispositif éco-énergie tertiaire qui demande 40% d'économie d'énergie en 2030. Et lui, il n'a toujours pas mis 1 € là-dedans, ou soit un peu d'argent échelonné sur le remplacement par LED. Voilà ce que je voulais vous illustrer avec cet exemple. Autre exemple, donc là sur un bâtiment neuf, donc de 2010, mais qui est quand même plus neuf, toujours de l'APF. Et eux, ils me disaient, nous, on a une GTC, on est tranquille, on a une gestion technique centralisée, ça veut dire qu'on peut, sur notre écran d'ordinateur, paramétrer tout, etc. OK, bon, bah, vous avez investi là-dedans, on va quand même regarder si c'est bien réglé. Et on a vu que non. Donc là, je vais passer assez vite, hein, mais en réglant une GTC qu'ils avaient déjà payé un petit billet, ils ne l'avaient même pas paramétré. Donc là, on est venu, et puis en 2 heures, on a touché les petites flèches, les petits curseurs. OK, la salle d'activité, elle n'est pas occupée la nuit, on peut couper la ventilation. OK, vous avez un réseau bureau, contrairement à l'hébergement où le bureau, il n'y a personne le week-end, on peut réduire de 3 degrés la température le week-end. On a fait tous ces petits réglages-là. Cet établissement a pu faire également des gains non négligeables sur l'électricité et le gaz. Donc ça veut dire que cet établissement, depuis entre 2010
Et 2017 avait une GTC qu'il avait payée et installée, mais une fois de plus, qui n'était pas optimisée. Et donc là, le fait d'avoir pris contact avec la map, on a pu vraiment en une demi-journée paramétrer ou reparamétrer les équipements en fonction du besoin et de l'usage. La deuxième partie du graphe de tout à l'heure entre un bâtiment 0% et 100% efficient. Autre petit point, un ESAT, bâtiment de type industriel, énergivore, haut volume avec grande hauteur sous plafond, inchauffable, avec des aérothermes à eau chaude, etc. Oui, monsieur Lout, mon bâtiment, nous, on chauffe à 20 degrés en journée et on coupe la nuit et le week-end. Bon, on va quand même mettre une petite sonde de température pour vérifier tout ça. Et donc, quand on récupère les sondes et qu'on regarde, en fait, les AT étaient chauffés H24, 7 jours sur 7 à 20 degrés. Donc, un ESAT, c'est 5 jours sur 7, 8 heures par jour, ce qui correspond à 30% d'occupation. Donc là, on a acheté une petite horloge qu'on a mis sur la pompe à 200 €. On l'a paramétré, temps de retour sur investissement, environ 2 mois. Donc là, voilà, depuis, cette action a été réalisée et on arrête de chauffer un espace inchauffable à 22 degrés. Et enfin, un dernier retour d'expérience sur un projet d'investissement. Donc là, bâtiment neuf. Donc là, qu'est-ce que j'ai pu faire sur ce projet? Donc en gros, j'ai aidé la maîtrise d'ouvrage lors du choix de la maîtrise d'œuvre. J'ai accompagné l'AMO sur la partie CVC plomberie, donc CVC, chauffage, ventilation, climatisation. J'étais un peu AMO d'AMO. Un AMO, c'est bien d'en avoir un, mais il ne peut pas connaître sur tout. Donc là, j'ai un peu aidé sur la partie thermique. J'ai vérifié la rédaction des documents techniques. J'ai fait aussi un peu le traducteur entre les calculs réglementaires et le maître d'ouvrage, parce qu'on peut on peut un peu faire dire tout et n'importe quoi à une étude, un petit peu. Elle n'est pas forcément, la théorie n'est pas forcément la réalité. J'ai aussi mis ici des points de vigilance sur l'inconfort estival, qui est un peu négligé lors des projets qui peut être un peu négligé lors des projets d'investissement. Donc voilà, couleur de la toiture, les types d'isolants, la géothermie, les brises soleil, etc. Donc là, je vous ai mis un petit lien. Il y a une interview qui a été réalisée à 3 voix entre la direction, la maintenance et l'AMO sur ce projet. Donc voilà, c'est un bon retour d'expérience, ce type d'établissement. Et donc voilà, et mettre aussi des points de vigilance lors de la réception d'un bâtiment, que tout soit paramétré avant que tout le monde s'en aille sur un autre site et que ce soit impossible de rappeler les gens après. Voilà un peu sur ce sur quoi j'ai pu aider sur le projet d'investissement. Et je passe sur la condensation, mais ayez quand même à l'esprit que la condensation, les chaudières à condensation que vous devez sûrement déjà avoir entendu parler, il n'y en a que 80% qui font 80% ne condensent pas parce qu'on ne va pas voir tout ce qui est un petit travail de réseau à faire derrière. Donc une fois de plus, c'est parce qu'un bureau d'études vous accompagne que vous êtes tranquille. Il y a un onglet dans la base documentaire qui permet de bien comprendre les petites choses à penser pour que notre chaudière à condensation qu'on paye plus cher parce qu'elle condense, mais condense vraiment. Voilà pour ça. Toujours pas de questions, Laurent? Toujours pas de questions. Bah dis donc, ok. 11h38, j'en ai encore à peu près pour une petite dizaine de minutes, et puis après il y aura un temps d'échange. Donc tout ça étant dit, il y a quand même des limites à ce dispositif. Les limites, on a pu les comprendre assez rapidement. Un ETP versus 1633 structures, forcément, j'avais déjà un petit peu perdu la bataille. Enfin, perdu, entre guillemets. Donc, voilà, je sais pas, c'est un peu comme ça que j'ai illustré la chose. Donc, j'ai quand même réussi à mettre une dynamique, à lancer une dynamique énergie et santé sur le territoire. Mais par contre, j'ai eu du mal à avoir les retours vraiment des consommations, des établissements, etc. Je ne pouvais pas faire vraiment d'action ciblée, en fait. Voilà, je manquais d'indicateurs, je manquais de données de consommation, donc j'accompagnais par-ci, je formais par-là, j'animais un peu au global, donc forcément, de l'info passée, des choses se passaient, mais j'étais pas au courant, je ne pouvais pas être au courant de ce qui se passait ou non sur les actions menées. Donc c'était plutôt des actions généralisées d'efficacité énergétique et pas forcément des actions ciblées. Voilà. Voilà un petit peu ce que le... 45%, c'est... Comment? Donc voilà un peu de retours sur les actions réalisées, mais en tout cas, il y a quand même eu beaucoup d'infos qui sont parties. On voit bien quand même le retour d'expérience que j'ai présenté avant. Il y a quand même eu des choses, voilà, les choses fonctionnent.
Donc voilà, j'ai environ accompagné 20% de projets d'investissement, 80% d'optimisation de l'existant, et tout ce qui était ENR, projet d'énergie renouvelable, je passais par les relais de l'ADEME. Donc voilà. Ce sur quoi il faudrait tendre, c'est passer à une situation optimisée de X CEP pour être plus sur le terrain et donc voilà, pour pouvoir un peu avoir une approche territoriale un peu plus poussée pour vraiment pouvoir faire des actions ciblées, des actions généralisées, une meilleure analyse, consolider les indicateurs, enfin voilà, être plus pour être encore monté en dynamique, monté en accompagnement et encore monté en suivi des établissements, voilà, en limitant les déplacements régionaux qui sont quand même conséquents. Voilà un peu pour ça entre la situation actuelle et une situation qui pourrait être optimisée. J'espère que vous avez un peu compris ces deux schémas. Voilà pour ça. Et enfin, pour terminer, je vais passer la parole à Laurent Bizien pour parler des perspectives qui vont arriver. Merci, Johan. Donc, par rapport aux deux schémas que Johan a pu vous présenter à l'instant, on a touché des limites d'accompagnement par rapport au nombre d'établissements. Ce que vous retrouvez à gauche de l'écran, un ETP donc, versus 1633 structures. Il a fait tout ce qu'il pouvait en l'occurrence, mais on voit que ça a créé aussi un appel d'air. Il y a vraiment de la demande envers ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux que représentent les établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc rapidement, avec l'ARS et l'ADEME, et puis avec l'ARS notamment, on s'est dit qu'il va falloir changer en fait de braquet. C'est ce que Bernard Prudhomme indiquait en introduction de cette séquence. Et donc, vu que le dispositif faisait preuve d'efficacité, il a fallu se dire comment allons-nous instruire le sujet au-delà du dispositif CEP qui se termine le 31 mai 2021. Donc, dans le cadre d'Acte 2, du programme Acte 2, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, a développé un AMI spécifique, un appel à manifestation d'intérêt, dont l'acronyme est CHARM, qui est sur le secteur sanitaire et médico-social, pour favoriser les actions d'efficacité et transition énergétique. Spécifiquement pour la région Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, la FNCCR s'est associée donc à l'ARS Pays de la Loire pour proposer un dispositif unique en France. En tout cas, il y a la région Nouvelle-Aquitaine et la région Pays de la Loire qui bénéficient d'un appui, d'une aide de la part de la FNCCR. Nous sommes lauréats, du coup, nous le savons depuis mercredi de cette semaine, donc d'une convention qui permet qui permet aux établissements sanitaires et médico-sociaux, tous statuts juridiques confondus, d'être accompagnés de juin 2021 à décembre 2023 sur un dispositif d'accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Pays de la Loire sur chacun des 5 départements. Et nous allons passer à gauche de l'écran d'un ETP pour 1633 structures à 7 ETP, 7 équivalents temps plein, qui vont être répartis, comme vous le voyez à droite de l'écran, sur chacun des territoires, avec 4 axes de financement que vous retrouvez. Donc l'aide qui va être apportée par ce dispositif d'efficacité et transition énergétique, ça va être de la ressource humaine mutualisée, donc des postes avec la sémantique FNCCR, on est sur des postes d'économes de flux. Nous avons un axe d'aide aussi sur la partie études techniques, d'opportunités, de faisabilité, audit, simulation thermodynamique. Nous avons un volet d'accompagnement sur les outils, l'instrumentation, voire sur des objets, des postes sous compteurs, des objets connectés, mais aussi sur la partie logicielle, remontée, comme Johan l'indiquait. Ce qui manque, c'est vraiment la remontée des consommations pour montrer qu'il y a un résultat positif, une réduction des consommations, encore faut-il le valoriser, nous, ce besoin de logiciels, d'équipements. Et puis un axe sur la partie maîtrise d'œuvre, sur laquelle, une fois qu'on a à poser un diagnostic, on puisse voir aussi quels sont les travaux à enclencher. Donc, on va passer d'un dispositif qui était cofinancé RS-ADEME sur la période de juin 2018 à mai 2021. Dorénavant, depuis le 1er juin 2021 jusqu'à décembre 2023, une organisation avec une aide cofinancée ARS Pays de la Loire et FNCCR. Pour l'après 2023, en effet, il faut réfléchir tout de suite au modèle économique de ce que nous allons proposer côté MAPES en lien avec les territoires, puisque au-delà de cette aide proposée par l'ARS et la FNCR, il y a quand même un reste à charge minime, mais il y a quand même un reste à charge des bénéficiaires finaux. Et au-delà de 2023, il faut que ce reste à charge, et puis on puisse le travailler afin que les bénéficiaires finaux
continuent à investir sur des actions d'efficacité et transition énergétique. Est-ce que Laurent, tu peux dire juste 2-3 phrases ou une minute sur comment ont été mis en place les binômes de territoire? Oui, donc vous voyez sur cet écran, sur chaque territoire, un représentant du secteur de la santé, par santé entendons sanitaire et médico-social, et un représentant du monde de l'énergie, représenté par un syndicat d'énergie ou une autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Ce qui veut dire qu'il y a un partenariat qui se crée au sein de chacun des 5 départements de notre région. Le groupement hospitalier de territoire, donc GHT, va travailler pour l'ensemble des statuts juridiques publics, privés non lucratifs, privés lucratifs, sanitaires et médico-sociaux. Donc, ça veut dire qu'il y a une ressource humaine, un économe de flux qui va être recruté par le GHT et qui va être très souvent dans la configuration, va être hébergé physiquement dans le syndicat d'énergie, là où se trouve déjà la compétence de conseiller en maîtrise de l'énergie, puisque les syndicats d'énergie travaillent sur ce sujet d'efficacité et transition énergétique depuis de nombreuses années et sont déjà lauréats, d'ailleurs, pour certains, d'appels à manifestation d'intérêt portés par la FNCCR. Donc, on a créé des binômes de territoires sur chacun des 5 territoires pour que le monde de la santé se connecte au monde de l'énergie et donc au monde des collectivités pour que ces 2 mondes réunis, sous coordination de la MAPES, en tant que coordinatrice régionale de l'efficacité et transition énergétique en santé, puissent proposer, avec la RSP de la Loire, une stratégie d'efficacité et transition énergétique, à horizon certes 2023, mais au-delà, dans la perspective des échéances du décret tertiaire. Et dans le cadre de ce partenariat, et j'en terminerai là, les GHT et les syndicats d'énergie vont non seulement, bien sûr, faire monter en compétence cet économe de flux sur le domaine de la santé, mais aussi de l'énergie, mais vont permettre aux bénéficiaires finaux, les établissements, les 1633, d'aller piocher dans une offre de services que chaque territoire va aussi construire sous impulsion de ce qu'ils font déjà, mais aussi sous coordination de la MAPES, en matière d'outils. Donc, quels sont les instruments dont les établissements, les bénéficiaires finaux vont avoir besoin? Quels sont les logiciels qui vont être mis en place pour suivre ces consommations énergétiques? Et donc, les bénéficiaires finaux vont pouvoir s'appuyer sur l'offre de services existante, d'une part, mais aussi co-construire une nouvelle offre de services pour, à terme, que peu importe que l'on soit public, privé lucratif, sanitaire ou médico-social, que nous ayons sur chacun des territoires et à l'échelle de la région une offre de services complète à proposer avec un reste à charge minime envers l'ensemble des bénéficiaires finaux. J'espère que le propos est clair. Nous venons de valider cette convention ARS-FNCCR depuis avant-hier, mercredi. Donc maintenant, toutes les dépenses sont éligibles, c'est-à-dire que toutes les dépenses ressources humaines, outils, études techniques sont éligibles dans le cadre de cette convention avec la FNCCR. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions. Donc voilà ce qu'il y a eu et voilà ce qu'il va y avoir. Là, je passe rapidement ces 2 schémas, hein. C'est ce qui est dit là, mais en un petit peu plus complexe. Ils sont présents, mais je ne m'attarde pas dessus. Et enfin, le fameux temps d'échange questions-réponses. Il y en a quand même, j'espère. Alors, il y a une remarque, une question de Stéphane Prigent d'Atlambois sur le ratio. Est-ce qu'on peut faire un ratio coût d'un poste de CEP versus coût des économies que le CEP a réussi à engendrer? Tout ceci pour montrer l'intérêt à développer ce type d'approche dans la région et ailleurs en France. Alors actuellement, comme je les ai dit, ça fait partie des points bloquants. J'ai peu de remontées d'informations, donc qui dit peu d'informations dit peu de gains de kilowattheure. Donc enfin voilà, je ne sais pas. Le but effectivement, étant de passer à 7, de consolider d'où on part, où est-ce qu'on est arrivé et de pouvoir avoir cette tendance effectivement. Mais actuellement, malheureusement, j'ai pas pu avoir ça au bout de 3 ans. En tout cas, je ne peux pas le quantifier, mais je suis persuadé que oui, il y a des choses de faites. Là, vous avez eu l'exemple de l'établissement tout à l'heure. Voilà, il y en a sûrement d'autres dont je n'ai pas connaissance qui ont fait des choses. Tout l'enjeu, Stéphane, est de pouvoir justement montrer le retour sur investissement de ce poste et d'avoir cette remontée d'informations. C'est via aussi les futurs conseillers en maîtrise de l'énergie, donc au sein de chaque territoire, via aussi leur
les équipements des bénéficiaires finaux en matière d'outils logiciels, mais aussi juste de remontée d'index, hein, pas forcément besoin d'aller sur des logiciels. On a besoin de la remontée d'informations qui nous fait aujourd'hui défaut parce qu'on n'a pas le temps finalement de la traiter. Et une fois qu'on aura ça, on espère dans les prochains mois, de toute façon, c'est dans le cadre de l'accord avec l'ARS et la FNCCR, on devra évaluer le bienfait, le bien fondé de cette convention et de la mise en place non plus d'un ETP, mais de 7 ETP. Donc, à l'issue et tout au cours de cette convention, on fera un reporting régulier sur lequel on communiquera aussi pour montrer l'efficacité du dispositif. On l'espère. Il y a aussi l'efficacité et les gains en tant que tels, mais il y a aussi la hotline un peu de la map. Beaucoup d'établissements nous, j'ai une question sur ci, sur ça. Enfin, voilà, on peut orienter, aiguiller vers les bonnes personnes, et rien que ça, c'est déjà un apport pour ne pas oublier les certificats d'économie d'énergie, pour se faire accompagner par des personnes compétentes sur des projets d'énergie renouvelable. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Les gens sont très satisfaits, ce que je peux voir moi, sur le terrain, en tout cas très satisfaits du service. Voilà, c'est un gain de temps pour eux. Ils ont une porte d'entrée, c'est celle-là. Voilà, ça répond à leurs questions. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se passe et ça crée une dynamique vraiment énergie et santé sur le territoire. Si je peux me permettre d'intervenir sur ce champ, c'est une question fondamentale, hein, de pouvoir valoriser le gain du dispositif, notamment dans un secteur comme la santé, où en fin de compte, les acteurs qui vont porter, et je pense notamment au GHT en lien avec les syndicats d'énergie, sont pas forcément les bénéficiaires finaux. Donc ceux qui vont pouvoir bénéficier des gains d'énergie, et donc on a un modèle économique qui est un petit peu complexe. Donc c'est bien pour ça aussi que et la FNCCR et l'agence sont partie prenante du dispositif financier, parce que le retour sur investissement via le conseiller en énergie partagée ou l'économe de flux n'est pas direct en fait, hein. Donc on va avoir besoin très clairement de pouvoir démontrer le gain pour pouvoir consolider la suite et imaginer un modèle économique qui soit pérenne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me permets juste de projeter une autre petite chose. Ça va être rapide, hein. Ouais, juste, il y a une question au préalable. Je vais remettre dans le chat. Est-ce que la MAPES va ouvrir à l'avenir ses accompagnements énergétiques vers d'autres thématiques, les déchets, achats responsables? Si oui, à quel horizon? Alors, peut-être Bernard, si vous souhaitez répondre. On n'est pas dans le comité de gestion de la MAPES, hein, mais c'est vrai qu'on a énormément développé dans le cadre du partenariat avec l'ADEME le volet énergie. La MAPES est présente aussi sur d'autres thématiques, mais plus sur des fonctions d'animation. Enfin, je pense à tout le champ développement durable qui est porté par Laurent, ou sur lequel il y a des actions de formation, de sensibilisation, voire d'accompagnement individuel, notamment sur les thématiques RSE. Aujourd'hui, on n'a pas forcément dans le viseur des portages du même type qu'une personne dédiée en conseil sur les champs déchets, et notamment, hein, je crois que c'était ce champ-là qui était visé dans la question. Il y en avait un autre. Achat responsable. Achat responsable, c'est pas encore à l'ordre du jour. On n'a pas encore forcément identifié les modalités de construction. On imagine d'autres champs d'action en coopération ADEME, agence sur les déchets notamment, mais qui sont assez ciblés avec le contexte de la crise sanitaire. Non, je peux juste Notamment compléter de sur mon les côté tasseries. sur ce qui se fait en train de se mettre en place avec l'ARS, c'est sur l'alimentation durable, où il y a un chargé de mission qui serait côté SRAE Nutrition. Oui. Alors c'est pas la MAPES, c'est une autre SRAE qui est sur le volet nutrition, et c'est par ce support-là, ce canal-là qu'on va développer l'action. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous pouvez intervenir aussi directement si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant peut-être d'autres questions, je voulais juste vous dire, on vient de voir la version longue. Là, rapidement, je vous enverrai aussi une version courte, hein, en 6 slides. On retrouve un peu les mêmes infos. Le monde de la santé, les acteurs clés, la map, le dispositif CEP, une offre globale, le bilan, les accélérateurs et le dispositif ETE. Voilà. Donc, ce support a été fait par la map, hein, par moi-même et Edouard Stenger, le stagiaire actuellement à la map. Donc voilà, ça peut être bien aussi comme élément de communication d'avoir 50 slides en 6. Donc voilà.
je vous transmettrai également ça, c'est juste ce que je voulais vous montrer en plus. Pas d'autres questions. En tout cas, j'espère qu'on a tenu le timing, on est bon. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations par la suite. Et puis voilà, je pense que dans 2 ans, on refera la synthèse de 2 ans du dispositif ETE. Il y aura sûrement de belles choses à dire également. Donc, j'espère que d'ici là, d'autres régions se seront mises à l'énergie et la santé. Voilà. Si rien de plus, je pense que nous pouvons... Merci pour vos messages. Nous pouvons nous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi et un bon week-end dans ce cas-là.